Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Désolé, c'est vrai que le contenu éducatif ces derniers temps est un petit peu disparate. Raison évoquée précédemment, évidemment, période de vacances égale pas facile de forcément trouver du temps. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent s'ajouter au gré des jours. Bref, ceci dit, je pense que vous méritez quand même une petite update parce qu'il s'est quand même passé, et j'en avais pas vu en fait, que vous n'avez pas eu de contenu depuis même XRP et tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui ont bougé, on va essayer de traiter tout ça. Alors, je reprendrai normalement lundi prochain le brief hebdo, donc je vais garder ce contenu pour ce moment-là, ce serait un peu dommage de gâcher le suspense aujourd'hui, quelques jours avant ça. Donc la suite, on va dire, des modèles sur la partie un peu plus macro sera reprise dès lundi prochain. Sur les UT de flux, pour ma part, toujours pas de grandes nouveautés. Les take profits, je vous le rappelle, avaient déjà été déclenchés pour ma part sur cette zone-là, sur le S&P, qui a donc continué son rallye jusqu'à la résistance majeure. On arrive maintenant sous les résistances hebdomadaires, contexte, etc. On va en parler aujourd'hui, bref, on va reprendre tout ça. Mais voilà, sur les UT de flux, pareil, toujours la même chose. Pour moi, la question n'est toujours pas résolue. En tout cas, c'est toujours en suspens sur relance ou non des flux sur les cryptos. Je vous rappelle, donc le S&P, lui, a invalidé l'arrêt des flux sur la troisième borne. Il a donc squeezé et continué plus haut. Sur les cryptos, c'est toujours pas résolu. On est revenu chercher la résistance précédente avec Bitcoin, on va le voir après. Ethereum, c'est toujours en train de trader la précédente troisième borne. Question, est-ce qu'on va donc l'exploser ou pas? Donc gros point d'interrogation, toujours une belle dichotomie sur les sentiments entre crypto et marché classique, toujours ce même délire évidemment, tout le monde qui essaie d'expliquer pourquoi. Bon, on va faire simple, l'environnement actuel c'est évidemment probablement une structure de range, en tout cas sur les actifs très liquides. Question donc de qu'est traduisent ces incertitudes sur les actifs un petit peu moins liquides, un petit peu plus volatiles, donc ici les altcoins, certaines actions, etc. Ce jeu-là, on en avait parlé, et pour moi c'est le nerf de la guerre, c'est pour ça que je vais rentrer immédiatement là-dessus. C'est le graphique que pour ma part je regarde le plus en ce moment, en tout cas c'est celui qui pour moi va donner le plus de sens sur les gestions de portefeuille plus à moyen terme. Je vous rappelle, sur les UT de court terme, pour ma part, il y a très peu de spéculation actuellement, si ce n'est des couvertures sur les gros indices. Ayant un portefeuille acheteur, dans ces ranges, je couvre. Voilà, c'est la base. Donc, mis à part, on va dire, ces stratégies de rebalancement des risques dans un portefeuille, il n'y a pas pour l'instant de raison évidente de se faire peur au-delà du raisonnable. Bref, cela dit, comme je l'ai dit, ce qui oriente mes décisions pour moi, c'est ça. Alors je vois tout le monde parler de la liquidité, évidemment, je le regarde aussi celui-là, c'est le deuxième graphique. On en avait parlé, ce retour sur le support de la liquidité, c'est la thèse que je vois ressortir le plus souvent chez les pseudonalistes du moment. Donc pour ma part, c'est toujours un petit peu dangereux de résumer les mouvements de marché à la seule au seul débasement des monnaies. Il y a quand même, encore une fois, même dans un environnement stagflationniste, de la valeur créée. C'est juste qu'effectivement, elle est très fortement concentrée et c'est très difficile en plus de ça d'arriver à dissocier la valeur des narratifs et de la communication et des trucs comme ça. Donc il faut faire très très attention, évidemment, à bien séparer ces deux trucs. C'est la raison pour laquelle, je vous dis, moi ce que je regarde avant toute chose, en plus de simplement donc qu'est-ce qui se passe sur la liquidité, on le voit ici, beaucoup de gens attendent, ou en tout cas espèrent, une réaction dans cette zone, c'est-à-dire soit on a des injections monétaires, quelque chose casse dans le système financier ou géopolitique, bref, comme je l'avais dit, il y a aussi des tradings qui sont mis en place en ce sens-là, à mon avis, sur les parties obligataires. Donc signe que ce n'est pas juste des pignoufs du coin qui s'inventent des problèmes qui n'existent pas. Mais on l'a dit aussi, il n'y a pas de certitude. Ces réajustements peuvent aussi être dus à du bruit spéculatif qui vient à la suite du resserrement monétaire le plus rapide de l'histoire. Donc il s'agit quand même de dire aussi que même si ces éléments me semblent être suffisamment notables pour y prêter attention et gérer ce risque, il ne faut pas, pour ma part, anticiper nécessairement que quelque chose de mal va se passer. C'est toujours ce même état d'esprit. Ce que je regarde en revanche, c'est de dire si vraiment on devait aligner les planètes pour que tout se casse la gueule, c'est évidemment ici que ça prendrait tout son sens si on voyait donc, comme on l'avait dit, ce S&P 500 en version non pondérée, c'est-à-dire vous avez le même pourcentage, c'est 1/500e pour chaque valeur du S&P 500 et on crée un indice, et de l'autre côté vous avez la version pondérée en market cap, le S&P quoi. Donc il s'agit juste de dire, ce qu'on voit ici, c'est qu'évidemment depuis quelques semaines, quelques mois, c'est surtout les grosses valeurs qui ont accumulé les gains. Si on voyait ici une structure de renversement, ce qui est plus que probable puisqu'on a des détections de troisième borne avec tous les signaux techniques nécessaires pour corroborer ce type de scénario, il s'agit juste de dire si on a un rebond de ce qu'on appelle dans ce cas-là la respiration, le breadth du marché, c'est-à-dire la participation globale de l'ensemble des composants, et bien effectivement dans ce cas-là, qui aurait le plus à perdre dans cet environnement
éventuellement correctif pour les marchés, ce sont les gros. Donc toujours pareil, attention, ces gros qui ont concentré tous les gains sur ces derniers mois, peut-être qu'ils vont respirer. Cette respiration, comme je vous dis, elle n'est pas légitimement baissière pour les indices, à condition que justement la consolidation soit compensée par une distribution. Auquel cas, qu'est-ce qui se passera sur les cryptos? Puisque c'est exactement ça que vous vous posez tous comme question, et pour ma part, le lien de cause à effet que je vois fait parfois sur certains réseaux, par certaines analyses un peu bancales, sont généralement de dire ça. C'est une histoire de liquidité, si la liquidité monte, ceci, cela, les altcoins to the moon ou to the cave, et puis évidemment, si on a de la volatilité dans le marché action, les altcoins se feront démonter encore plus vite que Bitcoin. C'est un peu cette thèse dont on avait parlé de la dominance à tout prix. Autrement dit, dans un environnement d'incertitude, les investisseurs resteront sur les actifs les plus liquides. Eh ben non, je ne suis pas du tout d'avis de ça, et je vais vous exposer la thèse qui va avec. Toujours pareil, pour moi, le nerf de la guerre pour invalider cette théorie, qui est pour moi ni plus ni moins qu'un narratif, qui est comme toujours, dès qu'on a des flux dans un sens, les gens prennent ça pour des tendances. Il n'y a pas du tout de tendance haussière sur la dominance Bitcoin, et il n'y a pas du tout la moindre tendance ici. On est en range depuis 2020, et ce range tente à former une borne. Donc encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Créer des tendances qui n'existent pas dans des contextes de range, c'est le meilleur moyen de se retrouver à trader à la borne. Donc on fait attention, quand on est sur des zones potentielles de borne, c'est là où il faut avoir un aspect contrarien, c'est-à-dire arrêter d'utiliser et d'écouter les gens qui ont des stratégies tendancielles dans des ranges, mais plutôt de se mettre contre eux. Avec une gestion du risque, j'entends bien, c'est-à-dire que je ne connais pas l'avenir plus qu'eux, et à ce stade-là, je préfère trader contre les narratifs de dominance, ainsi que trader contre ces narratifs d'effondrement des marchés, tout en restant évidemment ouvert à cette possibilité. Si ça devait s'effondrer, c'est les grosses caps qui ont le plus de chances d'en souffrir. Ok ? Donc évidemment, le but ici, c'est d'encaisser des profits sur ces gigacaps qui ont extrêmement bien performé, profits partiels, j'entends bien, on n'anticipe pas la fin du monde, on se prépare au cas où, en sachant que si telle chose devait se produire, c'est sur certains actifs que ça se produira. Voilà, bref, donc pour faire simple, encore une fois, donc des environnements de range partout sur les gros time frames, etc. Tout à côté de ça, comme d'hab, des gens qui y voient des tendances, ce qui est quand même assez dramatique. Donc on fait quand même attention. Ok, on est donc survendu sur un canal de tendance ici, enfin c'est le contexte du T inférieur qu'on voyait tout à l'heure, avec des signaux acheteurs sur le T inférieur. Bref, c'est pas maintenant, encore une fois, qu'il faut vous jeter sur les grosses caps. C'est plutôt la question qu'il faut vous poser. Est-ce que les prises de profit qui vont être générées par les opérateurs un petit peu plus institutionnels et risk managers, est-ce qu'ils vont réinvestir ces risques dans d'autres actifs à plus faible market cap, d'accord, ce qui repondérerait ce truc-là vers un retour à la moyenne. Attention, je ne parle pas d'aller tout de suite péter l'ancienne résistance quand on voit la forme de la consolidation, mais un retour à la norme. D'accord. Si on retournait à la valeur ici, il s'agirait donc de repondérer le S&P 500 assez marginalement. D'accord, on n'est pas sur un changement radical. Mais il s'agit juste de dire, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un environnement baissier. Pour vous rappeler en fait même les zones dans lesquelles la dernière phase de repondération du S&P 500, donc quand on part d'une respiration de marché relativement faible, je vous rappelle ici ce qu'on a, c'est un ratio de chart, donc c'est forcément un range. Okay, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas avoir de raisonnement tendanciel dans ces trucs-là. On voit que la dynamique de ce range, elle est très incertaine. On a eu ici, depuis 2000, deux formes d'impulsion haussière. Une première baissière, peut-être une deuxième ici. Mais en attendant, ce n'est pas sur le support du canal de tendance qu'il faut le faire. Je rappelle, dans les ranges, dès que le marché tente d'accélérer, c'est qu'il va former une borne. Donc ici, il est fort à penser, pour ma part, que si poursuite baissière il doit y avoir, elle se fera après une forme de consolidation. Et je vous rappelle, en étant mensuel. Donc c'est quand même pas non plus demain la veille qu'on va voir le S&P se concentrer encore plus qu'il ne l'est déjà. Je vous rappelle quand même que 5 boîtes du S&P pèsent plus de 25%, donc autant dire, en termes de respiration de marché, enfin de market breadth, de distribution des profits, on est quand même extrêmement tendu. Bon voilà, donc ça c'est le premier contexte, ne surtout pas oublier ce ratio, puisque pour moi c'est ça l'élément qu'oublient les pseudonalistes qui en ce moment nous vendent à la fois la dominance Bitcoin et acheter les gros noms du S&P, oublier tout le reste, bref, continuer de trader la tendance qui n'en est pas une. Ok, donc attention à bien faire attention à ça. On est sur une borne, on est donc sur une zone où les raisonnements contrariens font du sens. Par contrarien, j'entends pas y aller la bite à l'air et des leviers x50. Juste de dire, c'est pas le moment de suivre les narratifs. Les narratifs, quand ils se construisent sur des bonnes de range, c'est généralement là qu'il faut être contrarien. Je vous dis toujours, être contrarien pour être contrarien et juste pas content et opposé au raisonnement global, c'est pas très malin. Mais être contrarien dans les ranges, c'est de loin la meilleure stratégie à adopter quand on est sur les zones spéculatives où ça fait du sens de trader contre le sentiment.
Ok? Donc voilà, moi je suis ça, je n'ai pas encore la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ici, le canal de tendance est quand même relativement massacré, puisqu'on a tout tombé, hein, d'accord? On a éclaté le canal de tendance. J'aurais donc plutôt tendance à dire qu'à court terme, c'est pas non plus un rebond fulgurant qu'il faut attendre. C'est plus de dire, normalement, ces zones devraient être en conjonction, et je m'attends plutôt à une forme de respiration, c'est-à-dire des rotations de prise de profit partielle ou de couverture via des produits dérivés sur les grosses actions, dans le but de soit hedger le risque pendant la phase de consolidation du risque, ou migrer une partie de ces capitaux vers des actifs qui peuvent proposer un rendement pour un risque similaire. Autrement dit, je vous rappelle que côté Bears, le risque c'est tout va se péter la gueule et l'économie va entrer en récession très violente, type 2008, c'est-à-dire que nous allons quitter les scénarios inflationnistes pour entrer en pure déflation. Et dans ce cas-là, c'est le narratif de tout l'argent va être attiré par les gros trous noirs, les Apple, Alphabet, etc., que vous connaissez. Donc comme je vous dis, cette théorie, elle peut tout à fait avoir une légitimité, tout comme la mienne. Je dis juste que ce n'est pas le moment de s'y exposer. Pour avoir ces théories-là, il fallait encore une fois acheter ces GAFA quand elles se faisaient démonter la gueule l'année dernière, et aujourd'hui, gérer les risques de repli. Ok ? Donc bien comprendre cette notion-là. Si on a une forme de retour à la normale ici et de distribution du marché, ce qui se passera le plus souvent, c'est quelque chose de relativement similaire à ce qu'on a vu dans la phase seconde partie de 2020 jusqu'à 2021. Et si vous regardez le S&P pendant cette période, c'est justement là qu'on a dégommé tous les bears en ATH. Tous ceux qui ici s'opposaient au mouvement se sont fait dégommer, tout simplement parce qu'une distribution de marché dans un contexte haussier, je vous rappelle encore une fois qu'ici, il faut juste avoir de la merde dans les yeux pour appeler le S&P 500 un actif baissier, il trade jusqu'à preuve du contraire au-dessus de moyenne montante, sur des tendances séculaires, sur des time frames largement supérieurs à ceux qu'on regarde encore ici. Mais donc il s'agit de dire, attention les cocos, à pas renverser vos graphiques n'importe comment. Donc sur un truc comme ça, d'accord, on garde de toute façon à moyen terme un biais légèrement plus haussier que baissier. Maintenant encore une fois, c'est pas la fleur au fusil et dans des contextes vendeurs qu'on achète. Mais il s'agit bien de comprendre que c'est pas non plus une zone où on anticipe la catastrophe. Tout comme à cette époque-là, les contextes avaient été renversés, c'est pas ici qu'il fallait acheter, mais celui qui a vendu était le bon dindon de la farce. Donc attention à vos raisonnements, c'est plutôt une histoire de pondération en ce moment dont il est question, plus qu'une histoire de liquidité. Les deux jouent clairement, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque sur la liquidité, ça reste un facteur et un driver de spéculation relativement important, mais il est loin de résumer l'histoire à lui tout seul. C'est bien une histoire de participation. Si on transpose ce même narratif, pour ma part, sur la partie crypto, c'est évidemment ce narratif de la dominance. C'est de dire si la dominance, après cet énorme rallye haussier, est elle aussi en train de chercher la borne d'un range avant de se casser la gueule. Après, là, on l'a dit aussi, le canal de tendance s'étant fait démonter. En fait, vous voyez que ces deux contextes sont réellement similaires. Et là, encore une fois, j'utilise pas mon petit doigt mouillé et ma spéculation d'une pattern qui s'est produite que 2 fois. Encore une fois, ici, il s'agit de stratégies que j'utilise sur des actifs aussi divers que variés depuis des années et qui ont fait leur preuve de leur efficacité. Donc, il s'agit juste de dire, c'est pas une stratégie là que je viens de construire, etc. On voit bien que le comportement technique de ces deux marchés est similaire et en plus, d'un point de vue fondamental, il y a plus que du sens. Donc, il s'agit de dire, si on est bien dans ce narratif dans lequel la participation au marché du S&P 500 va s'étendre, d'accord ? Eh bien, l'équivalent crypto, c'est la dominance va se péter la gueule. Et évidemment, tous ceux qui traitent dans le sens contraire, tendance sur la dominance, etc., alors que nous avons des ranges précédés de tendances baissières, encore une fois, c'est pas très malin. Ça veut dire que probablement que d'un point de vue global, la market cap crypto pourrait tout à fait continuer de progresser, simplement plus via Bitcoin. Donc ici, évidemment, celui qui va se faire berner, c'est celui qui reste full shot dans Bitcoin. Tout comme celui qui se ferait berner aujourd'hui, c'est celui qui miserait full shot achat de Apple, etc. et trop. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Celui qui est acheteur de Bitcoin moyen terme, qui a acheté les bottoms survalorisés, etc., n'a aucun souci à se faire. Ses targets sont encore une fois très lointaines. Tout comme il est fort à penser que des valeurs comme Apple, Nvidia, etc. ont encore du potentiel à tirer. La question, c'est est-ce qu'à court terme, c'est ici que se trouve l'allocation risk-reward la plus importante et la plus intéressante? Clairement, la réponse, c'est non. On est sur des zones où suivre ces narratifs tendanciels dans des contextes de range, c'est la plus grosse connerie à faire, à mon avis. Ou en tout cas, disons que c'est plutôt l'erreur à ne pas commettre que de sauter dans le train de ces narratifs de bon, au final, il n'y a que 10 valeurs qui font les bénéfices dans le S&P, autant abandonner les autres et acheter ces 10-là. Alors que probablement que chez les money managers, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Ok ? Évidemment, comme toujours, former la borne d'un range nécessite un petit peu de temps. Donc je dirais, ne vous attendez pas non plus à un renversement avec beaucoup de volatilité et de superbe, mais n'oubliez pas que les catalyseurs peuvent justement accélérer ce type de mouvement. Si on remet donc toute l'équation ensemble,
j'ai d'un point de vue obligataire des messages de tension clairement visibles sur des marchés qu'il est très difficile de manipuler. Donc, soit c'est une pure vision de mon esprit, et je vous dis c'est une conséquence indirecte de resserrement monétaire historique qu'on a connu, ok, mais ce serait quand même dommage de ne pas prendre en compte ces avertissements et de nager le cul à l'air et de se retrouver face derrière à être forcé de devoir réagir dans un marché volatile et du coup en perte de liquidité. Donc voilà un peu comment agglomérer tout ça. C'est pas le moment d'y aller avec des margins, des leviers, etc. et to the moon bro. C'est clairement pas le moment de paniquer en mode de toute façon on va avoir un other deep, tout va se casser la gueule, etc. Parce que bon bah, la Fed, Gary Gensler, peu importe ce que vous voulez, hein, tout ce qu'on va vous mettre sur les réseaux. Il s'agit de regarder vos graphiques, d'accord? Et vos graphiques, encore une fois, ils disent tout. La discussion qu'il doit y avoir actuellement n'a rien à voir avec la liquidité. Il est clairement important de regarder la liquidité, mais d'un point de vue graphique, il est fort à penser que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a très peu de probabilité de voir des réactions baissières de la liquidité sur ces zones-là. Avec des moyennes ascendantes et de tels excès précédents, le pire qu'on risque, c'est une stabilisation sur cette zone médiane. Donc, j'ai envie de dire, le pire, c'est pas une contraction de la liquidité, c'est juste une non-explosion de la liquidité, contrairement à ce que certains prévoient. Il est clair ici que ceux qui parient à la hausse à court terme avec des effets de marge doivent donc payer des taux d'intérêt relativement élevés. Et je vous l'ai dit, tous ceux qui tradent en marge avec fort effet de levier, ça veut donc dire que pour eux, le temps coûte extrêmement cher et je ne vois pas d'autres moyens de l'expliquer plus clairement. Ces paris à court terme ne sont ni bons ni mauvais, ils sont juste très coûteux. Raison pour laquelle il faut s'en extraire le plus possible. Ok ? Rester sur des stratégies soit avec des marges très conséquentes, c'est-à-dire dans ce cas-là, on a un faible taux d'emprunt sur la position globale et on essaie évidemment de rechercher des secteurs dans lesquels ce taux d'emprunt est relativement faible. D'un autre côté, on ne suit pas des tendances qui ont peu de chances d'en être réellement, mais d'un point de vue global, que ce soit donc le S&P ou la crypto market cap dans son ensemble, si je regarde donc ici le crypto total, oui, on va taper total, ce sera mieux. Si je regardais le crypto total en market cap, il est fort à penser que ce marché va poursuivre sa hausse. Tout comme, à mon avis, c'est probablement le cas à venir sur le S&P 500. Le driver de tout ça n'aura probablement rien à voir avec la liquidité, en tout cas j'en doute que ce soit le cas à court terme. Par contre, le driver, ce sera probablement un ruissellement, c'est-à-dire non pas une alt season de shitcoin qui servent à rien. Je vous rappelle encore une fois qu'ici, le driver, ce serait probablement des money managers qui prennent des petits profits pour réallouer du risque afin non pas de faire n'importe quoi, mais de chercher un rendement associé à un risque équivalent. Parce que le risque est le même pour tout le monde. Si tout devait se péter la gueule, altcoin, bitcoin, tout le monde ira au sud. Il s'agit donc de dire qu'à risque relativement équivalent, le rendement n'est clairement plus le même aujourd'hui si on se positionne sur des actifs comme Apple, Microsoft, etc. Ok ? Il s'agit donc de bien comprendre ça. Est-ce qu'on va voir cette migration du risque et cette forme de ruissellement ? Dans ce cas-là, la volatilité nette de l'indice restera relativement faible. Ça vaut pour Crypto Total et S&P 500. D'un autre côté, on peut avoir énormément de variations internes à l'indice, c'est-à-dire certaines grosses valorisations qui prennent beaucoup de volatilité ou pas. Et à côté de ça, de très gros pumps sur certains actifs. Cette rotation, si elle est gérée par la smart money, je vous l'ai toujours dit, dans un environnement stagflationniste, la croissance, elle est rare. Ça veut donc dire que ces gens-là font tout pour la chercher, et quand ils la trouvent, ils vont la payer très très cher. Enfin, c'est surtout de dire, ils ne vont pas récupérer les profits tout de suite. Donc, si vous arrivez sur ces bons actifs à les trouver, la question c'est, est-ce qu'on joue à pump and dump ? C'est-à-dire, j'achète et hop, je revends tout de suite parce que ça va se répéter la gueule. La réponse est non. Si vous avez sélectionné un certain nombre d'actifs, take profit partiel après éventuellement un pic de volatilité pour aller chercher des niveaux de validation, par exemple. Mais ce qui est important, c'est de retenir qu'il s'agit bien, en tout état de cause, de regarder vos graphiques. Je vais prendre quelques exemples ici, et notamment notre ami Ripple, à regarder toujours en market cap, je vous rappelle, pour faire face à la dilution. Où est Ripple aujourd'hui ? Ripple est sous contexte résistant, borne de volatilité, explosion du canal de tendance, et tout indique que c'est une borne de range. Bref, qu'est-ce que je vois derrière ? Des gens qui veulent jouer la tendance là-dessus. Bon, il ne faut pas franchement avoir de 3 neurones pour comprendre que c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. C'est clairement une zone où, en termes de gestion du risque, la prise de profit ici est la chose la plus logique à faire. Ça ne veut pas dire quitter le bateau et se barrer. Si vous aviez choisi Ripple comme vos candidats de choix de valeur, mais par contre, en tout cas, c'est clairement un take profit obligatoire ici. Un take profit partiel.
Voilà un peu le narratif. Il s'agit donc bien de regarder les zones techniques graphiques. Ça vaut pour les autres. Si par exemple votre chouchou de bataille c'est Chainlink, ce qui est mon cas par exemple, et entre autres, hein, c'est pas le seul, est-ce que vous voyez une zone d'intérêt quelconque pour Chainlink? La zone minimale d'intérêt se situera vers 6 milliards de dollars. Et clairement, pour ma part, ça peut même tirer dans un excès. Hein. Alors attention, Ripple, c'est quand même une énorme news aussi. Mais voilà, dans un cas, on va dire excessif, pour ma part, les take profits pourraient même être étirés en cas d'explosion du canal de tendance vers des zones de valorisation de 9-10 milliards qu'on ne serait pas du tout, encore une fois, dans quelque chose de totalement hors sol. Il s'agit bien de comprendre que très peu d'actifs ont réellement de la valeur. Il y a tout un tas d'altcoins qui sont complètement inutiles parce que des copies de versions existantes sur d'autres machins. Mais clairement, il s'agit hors de ça de se prendre en conscience que nul ne connaît l'avenir. C'est-à-dire, c'est très difficile, encore une fois, si vous n'avez pas fait des recherches extensives sur les différents sujets, non seulement de savoir différencier la volatilité du prix et la valeur. Pour ma part, c'est relativement facile, c'est quand même mon métier depuis des années, pour voir quels sont les actifs qui sont suivis de valeur et quels sont ceux qui pump and dump n'importe comment, associés simplement ici à de la volatilité, c'est-à-dire de la demande spéculative de court terme, des gens qui n'ont aucun intérêt à utiliser l'actif en question, mais simplement s'exposer à des gains de court terme, puisqu'on devient tous millionnaires quand on regarde Twitter. Donc bref, c'est clairement très important de faire cette distinction. En tout cas, j'espère que vous en avez les capacités, puisque c'est moi ce que je vous défends depuis déjà très longtemps. Faites vos choix, faites vos jeux, entre guillemets, soyez conscient que vous ne pourrez clairement pas avoir le quintet dans l'ordre. Encore une fois, un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Si un actif que vous aviez éventuellement considéré puis rejeté pump au final, c'est pas que vous êtes mauvais et que les autres sont des génies, c'est juste que vous avez fait un choix et qu'il va falloir laisser le temps au temps avant d'en assumer réellement les conséquences. C'est vrai que sur le moment, ça peut dire « Ah, c'est vrai que celui qui avait pris Ripple, il s'est bien gavé ». La fin de l'histoire, encore une fois, c'est quand le cycle sera terminé. Si ce cycle en cours a d'autres vainqueurs à faire sortir, Ripple en soi pourra très bien faire pâle figure à la fin. Il aura atteint ses zones de validation et de confirmation et pour autant, il pourrait très bien ne plus aller plus loin que ça. D'autres actifs peuvent tout à fait faire la même chose et certains pourraient même passer au-delà des niveaux de confirmation. Je rappelle pour ma part, certains actifs, et notamment Bitcoin et Ethereum, entre autres, jouissent d'un supply littéralement inexistant. À moins de 10% disponible en trading dans les exchanges, autant vous dire que la volatilité, elle va piquer. Donc il s'agit simplement, encore une fois, de remettre les choses à leur place. Il y a différentes classes d'actifs pour ma part. La volatilité sur les gros, c'est aussi une possibilité à laquelle il faut rester ouverte. Loin de moi l'idée de vendre tous mes bitcoins ou mes Ethereum pour les chercher et chasser la volatilité des altcoins, mais juste de dire, c'est ça le narratif actuellement. S'il y a encore des rendements à faire dans ces marchés, et beaucoup d'indicateurs techniques le suggèrent, c'est plutôt une distillation des gains qui pourrait créer des actifs et des mouvements très volatiles sur des actifs donc un peu moins liquides, encore une fois. Faire monter la market cap de Chainlink de 4 à 8 milliards, c'est concrètement ajouter 4 milliards de valorisation à l'indice crypto. Faire la même chose sur Bitcoin, c'est encore une fois beaucoup moins de pourcentage de mouvement sur l'actif en soi. Ajouter 4 milliards sur Bitcoin, ça se voit pratiquement pas. Donc il s'agit bien de comprendre que ça, en revanche, si on a beaucoup de hausses, elles peuvent paraître très spéculatives, étant donné parfois la volatilité avec laquelle c'est associé. Ripple est le plus gros des exemples. Par contre, il faut encore une fois faire relativement attention aux conséquences derrière. Ne tradez pas ces actifs hors des zones de valorisation dictées par vos stratégies. Pour ma part, je regarde évidemment mes indicateurs, donc je vous dis, je n'ai aucun intérêt à faire quoi que ce soit sur Chainlink avant 6 milliards, voire 9, 10, si vraiment il devait y avoir des poussées spéculatives très fortes. Évidemment, ces niveaux sont dynamiques, d'accord, donc il s'agit bien de dire qu'au travers le temps, ces niveaux baissent. Et vous avez ces mêmes déclinaisons pour tous les actifs. Voilà, par exemple, Atom, que je chéris beaucoup, pour ma part, il n'y a rien à faire avant cette zone des 14 et 15. Je sais clairement que là-bas, il y aura une zone de gestion du risque à produire, et la suivante, c'est vers la zone des 24-25. Les bons actifs, pour moi, iront chercher ces zones-là. La question étant donc, est-ce que Ripple est un bon actif? En tout cas, c'est ce qui est pricé aujourd'hui. Si Ripple est un bon actif, il est déjà pricé en tant que tel. Autrement dit, c'est pas maintenant qu'il faut vous mettre dans le train Ripple. C'est ça le message. Apprenez à raisonner zone de valeur, apprenez à raisonner zone spéculative, signaux techniques, faites abstraction de la volatilité, regardez les niveaux de prix. C'est ça le message. Mais l'autre message important, sortez de ces délires de liquidité. Ces patterns n'ont aucune réelle existence quand on trade réellement. D'accord ? Oui, il y a une corrélation qui tente à exister depuis quelques années sur le montant disponible des liquidités et le prix relatif des actifs. Oui, clairement, il y a quelque chose, il y a une forme de corrélation.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette corrélation, elle a rien de stable. Donc ces gens qui font des relations de cause à effet et qui essaient de simplifier des narratifs via une pattern très instable, moi j'appelle souvent ça des glands. Et pour être honnête, je préfère regarder des patterns qui ont beaucoup plus de sens, et c'est souvent dans les ranges. Je préfère être franc avec vous, la plupart du temps, ce qui marche le plus, c'est quand on est aux bornes d'un range, bien plus que d'aller créer des tendances qui, franchement, n'existent pas. Les effets de corrélation, ça se voit dans les ranges. C'est ce qu'on appelle des stratégies d'arbitrage. Voilà pourquoi, la plupart du temps, j'ai souvent tendance à vous dire et vous répéter qu'il vaut mieux apprendre à trader les ranges en premier dans le trading que de chercher des tendances partout. J'en connais beaucoup des trend followers, et oui, effectivement, on peut suivre les tendances quand elles existent. Par contre, voir des tendances partout dès qu'on a un mouvement qui paraît directionnel, alors que si on dézoome, on est à l'intérieur d'un range, ça s'appelle trader comme un gland. Voilà. Sur ces belles paroles, en attendant, je voulais donc vous inviter toujours à beaucoup de prudence, faire attention à faire abstraction de ces volatilités de court terme, dans des cadres spéculatifs, en tout cas des time frames que moi je traite sur ces émissions-là. Loin de moi l'idée de dire que celui qui trade sur des time frames de court terme est un débile. Je dis juste que par contre, il devrait mieux ne pas le faire avec des effets de marge hors sol. Voilà un peu le message. Chacun son métier, il y a une infinité de métiers dans le trading. Moi je suis là pour vous apprendre à gérer la valeur et la gestion à faible risque. Sur ces time frames en question, pour moi, les signaux techniques sont très clairs. Ils sont contraires à ce qui est aujourd'hui balancé sur la plupart des réseaux, raison pour laquelle j'adopte une posture contrarienne face à ces narratifs de dominance, de Bitcoin is king et tout le reste va mourir, tout comme j'adopte aussi une posture contrarienne face à ces gens qui prévoient des explosions de liquidités et tout va exploser, etc., etc. Ça me paraît très spéculatif, raison pour laquelle si vous faites ces rotations de gros actifs lourds et fortement capitalisés, Bitcoin, Apple, machin, etc., vers des actifs un peu moins lourds en termes de market cap, cette rotation, à mon avis, c'est ce que font les gérants aujourd'hui. Par contre, ils n'achètent pas des shitcoins. Ils font leur due diligence et leur recherche pour chercher des actifs qui peuvent, dans un intervalle de quelques trimestres, proposer des rendements. Ces actifs-là, encore une fois, si vous arrivez à être positionné dessus, comprenez que ces gérants ne jouent pas à pump and dump. Ils vont probablement tenir ces trades jusqu'aux zones de valeur. Quand vous arrivez dans ces zones de valeur, prenez vos profits. Okay, ne soyez pas le dindon de la farce, puisqu'à ce moment-là, clairement, le narratif sera que toujours les mêmes suiveurs de tendance vont parler de suivre ces tendances, alors même que vous serez sur la borne opposée du range. La bonne posture à adopter, c'est de faire son choix, de comprendre qu'on ne peut pas miser partout et que du coup il faut faire une sélection, qu'une fois que cette sélection est faite, il faut comprendre que vous n'avez pratiquement aucune chance de sélectionner que des gagnants, mais par contre, soyez aussi intéressant et important pour bien comprendre que si ça commence à pumper, la volatilité en soi n'est pas une raison pour sortir trop vite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à toutes et à tous. On se revoit lundi pour un brief un petit peu plus retour sur les fondas, etc. Regardez nos métriques qu'on suit chaque semaine. Sans promesse garantie, mais normalement lundi, je devrais pouvoir trouver le temps de le faire. Allez, ciao, ciao!